Professeur Casimir, Monsieur le Président, on va terminer cette séance donc avec un point sur la situation actuelle et avec l'organisation de la vaccination en Belgique francophone. Oui, certainement. Alors je vais rapidement, comme la séance a déjà un petit peu dépassé son temps, présenter le professeur Yvon Angler, dont on sait qu'il est prorecteur de l'ULB actuellement, sortant d'une fonction de recteur. Il est gynécologue obstétricien, détenteur d'un PhD de l'ULB, de 2 diplômes de post-graduation de l'Université de Paris-Sud et d'un MBA en Executive Health de Rennes. Il a fondé le centre de procréation médicalement assistée de l'ULB dans la fin des années 80 à l'hôpital Erasme, dont il a dirigé le service de gynécologie et obstétrique. Il a fondé aussi un laboratoire de recherche en reproduction humaine de la faculté de médecine et il a enseigné cette médecine reproductive, de même que l'éthique médicale dont il a été particulièrement un tenant en Belgique. Il a été doyen de la faculté de médecine et puis recteur, comme on l'a dit. Il a siégé pour l'Union européenne au Conseil de l'Europe et a siégé au groupe européen d'éthique auprès du président de la Commission européenne. Il a été aussi président du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Il est membre de notre académie et intéressé particulièrement par la santé publique et globale. Il a été fondateur du Centre d'épidémiologie périnatale, le CEPIP, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Fonds pour la formation médicale, la FOSFOM de l'ULB, actif sur les terrains du Sud pour la formation de nos collègues, notamment du Maghreb. Il a été auteur de près de 300 abstracts et 200 publications dans des revues à comité de lecture et admis à l'émérita au 31 décembre 2020, il dirige aujourd'hui la délégation générale pour la lutte contre la Covid-19 auprès du gouvernement wallon. Il va nous faire donc un exposé sur l'organisation de la vaccination en Belgique francophone. Professeur Angler, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci Georges. Tout ça m'a l'air déjà d'une toute autre vie. Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'Académie de m'avoir invité. Le sujet n'est peut-être pas un sujet très académique. J'ai hésité un petit peu sur la façon de l'aborder, et puis je me suis dit que ce que je pouvais faire de mieux, comme toujours, c'est vous transférer l'expérience du terrain, vous expliquer ce qu'on a fait depuis que j'ai accepté cette mission dans je dirais, un moment d'égarement fin octobre de l'année passée, et nous voilà 6 mois plus tard dans une course avec le vaccin et son variant anglais qui font ensemble l'actualité d'aujourd'hui. Alors, je me suis permis d'un petit peu tordre le titre, puisque c'était dans la francophonie belge, mais mon expérience étant de la Wallonie, je pense qu'il faut être honnête et parler de ce qu'on connaît. Donc, vous savez que la vaccination est apparue assez rapidement comme la seule solution raisonnable pour atteindre l'immunité de groupe. L'alternative qui a d'ailleurs été pendant un moment utilisée dans certains pays, de simplement laisser se développer l'immunité naturelle, s'accompagne d'un carnage en termes de mortalité. On estime en Belgique qu'on tournerait autour de 80 000 morts pour avoir un taux de personnes ayant fait l'infection suffisant que pour espérer une immunité collective, ceci sans prendre en compte évidemment la solidité de cette immunité, sa durée et sa résistance aux variants. Et donc, comme depuis 2 siècles, on n'invente rien, c'est le recours à la vaccination devant une pandémie virale qui est apparue très vite, et je ne reviendrai pas sur le développement des vaccins qui était largement évoqué par Jean-Michel, apparue très vite comme la voie la plus crédible pour espérer sortir de la crise actuelle. Alors, pour réussir une campagne de vaccination, la littérature montre qu'il faut 3 choses. Un bon vaccin, je ne reviendrai pas
sur ce que Jean-Michel a expliqué. Je pense que nous en avons non pas un bon, mais plusieurs bons. Une communication qui suscite la confiance et l'adhésion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le challenge le plus sérieux qui est devant nous. Et enfin, une accessibilité aisée à la vaccination que je vais essayer de vous résumer rapidement et brièvement. Alors la Belgique, comme vous savez, c'est compliqué. Pour être simple, je vous ai essayé de réduire la multitude des instances en deux niveaux qui sont, je dirais, cruciales pour toute la campagne de vaccination. Une structure interfédérale qui est où l'organe de décision ultime est la conférence interministérielle des ministres de la Santé qui réunit l'ensemble des ministres de notre pays qui ont une compétence dans ce domaine et qui prend un certain nombre de décisions qui ont force interfédérale. Ils sont alimentés et à la fois exécutés par un commissariat Covid-19 interfédéral où l'ensemble des entités fédérées et du fédéral coexistent pour organiser la vaccination et prendre un certain nombre de décisions collectives qui, de ce fait, s'imposent à l'ensemble des entités fédérées. Et à l'intérieur de ce commissariat, toute la vaccination est gérée par une task force spécifique. En région wallonne, sous le contrôle évidemment du Parlement, le gouvernement de la région wallonne est responsable de l'organisation de la vaccination entre les mains de la ministre qui a la santé dans ses attributions. Et ce gouvernement a jugé utile et nécessaire de créer auprès du gouvernement, auprès du Premier ministre, du ministre-président plus exactement du gouvernement wallon, une structure appelée Délégation générale Covid-19 chargée de conseiller le gouvernement dans toutes les matières qui touchent à la lutte contre l'épidémie. Très vite, ce conseil s'est transformé en une charge opérationnelle en collaboration avec l'administration de la région wallonne en charge des matières de santé publique, à savoir l'AVIC. Il faut savoir que si la région wallonne a effectivement hérité des compétences de vaccination lors de la 6e réforme de l'État, elle ne l'avait encore jamais activée. Il n'y avait donc aucune structure permettant d'opérationnaliser une vaccination au niveau de l'administration de la région wallonne. La délégation générale a été résumée sur cette diapositive. Je pense que ça a peu d'intérêt pour vous, sinon d'insister sur la présence de 3 conseils d'avis qui nous éclairent et du fait qu'aujourd'hui, devant la réalité, les nécessités, les priorités du jour, la vaccination pourrait occuper 95% de cette diapositive puisque jour et nuit, je dirais, 7 jours sur 7, l'équipe est à peu près entièrement mobilisée autour de la campagne de vaccination. Alors, vous connaissez, je pense, la stratégie telle qu'elle a été définie par l'interfédéral. Une première phase 1 où le vaccin est allé vers des groupes spécifiques, dont le système de soins, dont on a considéré, je pense à juste titre, que protéger son fonctionnement impliquait d'une vaccination prioritaire de ses membres. Après, néanmoins, les groupes dans lesquels la mortalité avait été la plus élevée, où l'épidémie a fait les ravages les plus élevés, à savoir les maisons de repos. Une deuxième phase qui est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui va occuper l'essentiel de ma présentation parce que je pense que c'est ça qui reflète l'organisation de la vaccination en région wallonne, qui est au fond un changement de paradigme. Au lieu que le vaccin aille vers des groupes spécifiques dans leur environnement, les personnes viennent dans des structures spécifiques de vaccination qui les accueillent pour attribuer
les vaccins en ordre prioritaire qui a été classé de la manière suivante: les personnes âgées non institutionnalisées, puisque les autres avaient été vaccinés dans la phase 1A, les patients présentant des risques, des comorbidités qui augmentaient significativement le risque de développer une Covid grave. Les fonctions sociales et économiques essentielles ont plutôt disparu après que une avalanche d'interventions, de lobbies, de courriers nous ait à peu près amené à constater que chaque fonction sociale ou économique se considérait comme essentielle. Et nous allons et nous sommes en train, nous commençons tout doucement à certains endroits de la Wallonie à glisser vers la phase 2, c'est-à-dire la vaccination de l'ensemble de la population adulte, puisque c'est l'objectif final de cette campagne. Pour résumer, la Wallonie, c'est 2 800 000 adultes. 300 000 d'entre eux se retrouvaient dans cette première partie de la campagne de vaccination, et une séparation dans la phase 1B et la phase 2, répartissant grosso modo, on peut discuter, 1 million de citoyens wallons dans les groupes à risque et les personnes âgées non institutionnalisées, et 1,5 million représentant le reste de la population adulte. Et vous voyez que notre objectif en région wallonne dans cette campagne est d'en vacciner 2,2 millions, c'est-à-dire entre 70 et 80% suivant les groupes de population. Alors le temps a coulé très vite. La phase 1A est pratiquement terminée partout. Il reste des deuxièmes doses dans certains petits groupes, mais nous sommes entrés depuis le 15 mars officiellement, en réalité depuis un petit peu plus tôt dans certaines parties de la Wallonie, dans la phase d'ouverture des centres de vaccination accueillant les citoyens, et nous avons, grâce à, on va le voir, une accélération dans les livraisons de vaccins, accélérer le timing de la campagne qui aujourd'hui est prévu de se terminer à la fin de l'été, peut-être même d'ailleurs un petit peu plus tôt, mais comme chaque jour dans cette histoire amène ses surprises, je ne ferai pas de pronostic trop précis. Alors, la construction de ce maillage pour la vaccination de la population wallonne a été faite sur un certain nombre de préceptes assez simples. Nous nous étions mis d'accord pour une capacité de 200 000 vaccinations par semaine, qui à l'époque où on a lancé le processus paraissait déjà ambitieux. Aujourd'hui, on va le voir en fin d'exposé, nous nous réorganisons pour aller éventuellement à une capacité double de 400 000 vaccinations par semaine en région wallonne. Les centres ont été dimensionnés, répartis sur le territoire de façon à assurer une distance de 20 minutes pour l'ensemble de la population wallonne, et en essayant autant que possible de répartir une équité d'accès, c'est-à-dire d'offrir un même nombre de citoyens qui doit être accueillis dans une ligne de vaccination, puisque l'unité de mesure que nous avons repris est la ligne de vaccination, c'est-à-dire un piqueur, un rythme que nous avons défini arbitrairement à partir des expériences de l'étranger autour de nous, principalement l'Allemagne, à 20 vaccinations par heure, une ouverture de 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Et puis ces lignes sont regroupées dans des centres majeurs qui en occupent au moins 10 sur souvent 2 shifts
et une ouverture plutôt de 15 heures, ou des centres de proximité qui regroupent 2 ou 3 lignes de vaccination par centre. Chaque centre est géré par un couple, un opérateur qui a emporté un marché public. On a dû faire des marchés publics pour tout ça, législation des marchés publics oblige, et un cercle de médecine générale, l'opérateur étant en charge de la direction opérationnelle du centre, de toute la logistique, de la sécurité, de l'organisation non médicale, si on peut dire, et une direction médicale qui est en charge de tout ce qui concerne le vaccin, sa préparation, son administration, les décisions médicales concernant l'accès à la vaccination qui pourrait se présenter à l'entrée du centre et bien entendu la prise en charge de tout événement secondaire indésirable qui pourrait arriver, non seulement dû au vaccin, mais dû simplement au fait que si vous accueillez 2,5 millions de citoyens, vous aurez des foulures, des infarctus, des comas hypoglycémiques et j'en passe et des meilleurs. Ces centres sont encadrés par un soutien logistique transversal sur tout ce qui concerne l'informatique, la formation du personnel, la sécurité publique, la sécurité physique, mais aussi la cybersécurité et la gestion des déchets. Voilà une carte que je pense maintenant tout le monde connaît. Elle recouvre en rouge les centres majeurs dans la dorsale wallonne où se trouve la grande densité de population de la Wallonie, et puis des centres de proximité et des centres ouverts de manière intermittente pour couvrir des zones de densité plus faible, mais en essayant toujours de garder cette accessibilité géographique des centres. Voilà l'ensemble des fonctions, l'ensemble des compétences qui sont présentes dans chacun des centres et que je ne vais pas vous détailler plus avant, mais qui représentent quand même des centaines de gens tous les jours qui sont mobilisés dans les 53 centres de la région wallonne. Alors, le processus d'invitation à la vaccination maintenant bien connu, il a fait l'objet de beaucoup d'intérêt de la presse, surtout pour en traquer les difficultés, à partir d'une banque de données centralisée pour l'ensemble de la Belgique et qui découle du registre national. Les personnes qui doivent être invitées sont extraites de cette banque de données en vérifiant par un croisement avec la banque de données de vaccination qu'ils ne sont pas déjà vaccinés et en vérifiant aussi qu'ils n'ont pas introduit un document de refus de vaccination qui fasse qu'on ne les convoque pas. À ce moment-là, ces citoyens sont affectés automatiquement à un centre de vaccination à partir des codes postaux et reçoivent une invitation. En région wallonne, l'invitation est toujours une invitation postale pour tous les citoyens, doublée d'une invitation électronique si les données électroniques du citoyen sont connues. Le citoyen se logue sur le système de prise de rendez-vous, choisit son lieu de vaccination à travers un bouquet au minimum de 4 centres qui entourent le code postal de son domicile et il y choisit sa date et son heure de rendez-vous. Le système lui indique immédiatement le deuxième rendez-vous en fonction de la distance prévue par les recommandations de la task force interfédérale et il logue ces 2 rendez-vous. Il ne lui reste plus qu'à se présenter dans le centre de vaccination pour être vacciné. Alors, ce sont des données déjà périmées puisque c'est l'impression ce matin du tableau d'avancement de la vaccination d'hier qui montre que la Belgique tourne aujourd'hui entre
25 et 30% de sa population qui est vaccinée. Et dans ce contexte, vous voyez que les régions se tiennent de près. Première dose, on est à 27-28% de la vaccination. Deuxième dose, on est plutôt autour de 9 à 10%, mais c'est juste l'expression d'un décalage de temps, avec une attention toute particulière évidemment aux groupes les plus à risque, c'est-à-dire les personnes les plus âgées. Et vous voyez que la vaccination des 80 ans et plus a dépassé les 70%. La Flandre a même remarquablement obtenu une vaccination de plus de 90% déjà maintenant de sa population. Et je dirais que la fin de la phase 1B pour les personnes de 65 ans et plus est proche, puisque nous sommes maintenant avec des capacités de vaccin de 150 000 et à partir de mai de 200 000 à 240 000 vaccinations par semaine, ce qui devrait permettre d'aller assez vite à la fin de cette tranche d'âge. Et je me permets, puisque j'ai devant moi une série de gens qui ont de multiples connexions, de lancer cet appel à ce que l'ensemble de la société encourage les personnes de 65 ans et plus à finir leur vaccination en région wallonne. Nous avons mis sur pied un call center spécifique qui leur donne un accès privilégié à un rendez-vous, puisque nous voudrions, dans la semaine qui vient, terminer la vaccination de toutes les personnes de 80 ans et plus, et dans la semaine qui suit, les personnes de 70 ans et plus, pour que début juin, l'ensemble de cette population soit protégée. La troisième vague est toujours là et nous savons que ce sont ces personnes-là qui ont le plus de risques d'en alimenter les lits hospitaliers. Alors, on a beaucoup gaussé sur la vitesse ou la lenteur de la vaccination belge. La réalité est que l'ensemble des pays de l'Europe, de l'Union européenne, qui sont mis à la même sauce de fourniture des vaccins se trouvent dans un mouchoir de poche, à l'exception de quelques pays qui ont été chercher soit plus tôt, soit ailleurs une stratégie de vaccination. Je pense à la Hongrie, et bien sûr qui nous permet de bénéficier de l'expérience des pays qui ont été plus précoces et plus actifs que l'Union européenne dans la gestion de leur vaccination, que ce soit le Royaume-Uni, Israël, le Chili ou les États-Unis. Alors les pays qui nous inquiètent le plus aujourd'hui, qui sont bien sûr l'Inde et le Brésil, où l'extraordinaire vitalité de dissémination du virus et de sa reproduction conduit à une émergence importante de variants qui pourraient nous causer des soucis, sont des pays où l'avancement de la vaccination est très basse. Alors la Belgique se situe aujourd'hui au milieu de l'espace économique européen, un peu plus vers la tête que vers la queue, mais c'est un peu comme les rankings des universités. Les différences sont tellement faibles entre les rankings que tout ça n'a, de mon point de vue, pas beaucoup de sens. Ce qui en a par contre, c'est la vitesse avec laquelle la vaccination se développe. Et si nous avons été début janvier, voilà, ce graphique qui est putatif à partir de demain puisque ça change tous les jours, mais qui est celui que l'on peut faire aujourd'hui de l'état de projection des livraisons de vaccins, montre que pendant le premier trimestre, et nous le savions, les quantités de vaccins disponibles étaient faibles et donc la vitesse de la campagne de vaccination ne pouvait être élevée. Depuis ces dernières semaines, on voit que nous engageons un processus de croissance qui va
dépasser, alors ça c'est la capacité utile actuelle qui est à 80% de notre capacité théorique. La capacité théorique de la Wallonie, c'est en fait 220 000 vaccinations par semaine. Nous considérons à 180% que nous pouvons faire 185 000 vaccinations. Il faudra donc, et c'est ce que nous sommes occupés à faire depuis ces 2 dernières semaines, qui va s'achever début de la semaine prochaine par une décision du gouvernement, augmenter la capacité des centres. Nous avons décidé que nous n'en ouvrirons pas de nouveau, mais que nous allons renforcer leur capacité pour absorber le plus vite possible le pic de vaccins qui va nous arriver surtout pendant le mois de juin. Alors on dit, les gens demandent à quoi ça a servi la vaccination jusqu'aujourd'hui. Alors tout le monde a vu les données des maisons de repos, mais je voulais partager avec vous très brièvement un graphique qui vient du consortium interuniversitaire Restore et de sa dernière publication du 16 avril sur la vague, la 3e vague de l'épidémie due très probablement à la virulence du variant anglais et qui montre en foncé la prédictibilité de l'évolution de cette vague, toute mesure bien sûr restant égale, et ce que nous aurions vécu si personne n'avait été aujourd'hui vacciné en beige, ce qui permet quand même de dire que dès aujourd'hui, contrairement à ce qu'il est dit, il y a un impact pour l'ensemble de la Belgique de la campagne de vaccination, qu'il ne faudra pas attendre l'immunité collective des 70% pour que la vaccination nous aide dans cette difficile lutte contre la Covid-19. Quelques mots très brefs pour finir sur la communication, qui est, comme je l'ai dit aujourd'hui, que notre structure de vaccination est assez solidement implantée, certainement l'enjeu majeur. L'offre va être là, il faut que la demande suive et donc les citoyens se vaccinent. Nous avons essayé de développer une stratégie de communication sur 3 axes, une cohérence pour éviter les discours discordants entre tous nos niveaux de pouvoir et notre lasagne institutionnelle, prioriser chaque fois les groupes que l'on vaccine, ne pas appeler la population générale quand on vaccine les maisons de repos et ne pas appeler les trentenaires quand on vaccine les personnes de 65 ans, et une agilité. Nous sommes obligés, étant donné que chaque jour amène son lot de nouvelles contraintes ou de nouvelles opportunités, d'une très grande agilité. Le travail a été très étendu, je ne vais pas le détailler ici, webinaires, folios et flyers, affiches multiples, PowerPoint distribués aux professionnels pour leur permettre eux-mêmes d'être des promoteurs de la vaccination, vidéos sur le net et une campagne grand public qui va démarrer maintenant que nous allons sortir des groupes prioritaires sur les médias et bien entendu sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui un élément important de la motivation. Alors, autant on nous prédisait un échec cuisant en décembre, la population ne voudrait pas, autant on a été tous, je pense, surpris par la croissance de l'adhésion à la vaccination qui a été très rapide, en fait, en quelques semaines dans le premier trimestre. Néanmoins, même si le dernier baromètre de Cienzano nous prédit 80% d'adhésion à la vaccination, ce que je ne crois pas, en tout cas en Belgique francophone. Je pense que nous avons un énorme challenge devant nous, sinon nous voulons arriver à l'immunité collective pour convaincre la population active et particulièrement des femmes étant celle qui est aujourd'hui, qui reste la plus hésitante vaccinale, et les professionnels de santé dont vous êtes
sont les meilleurs vecteurs de l'adhésion à la vaccination. Et donc, je me permets de réitérer mon appel à une mobilisation maintenant pour que tout le monde se vaccine. Alors, au-delà de ça, deux slides de réflexion sur l'avenir. Cette crise a transformé notre monde et on ne peut que se préparer à une réflexion qui devra venir lorsque les priorités les plus urgentes auront été remplies pour penser cette crise, ce qu'elle nous aura amené en positif et en mise en avant de nos faiblesses. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, je pense seulement que ce n'est pas le temps. Il faut néanmoins ne pas laisser aux autres la réflexion ou la re-réflexion d'un monde qui va être issu de cette crise et qui, quoi que l'on pense, ne sera pas un retour au monde d'avant. Les sages de l'Antiquité nous l'ont déjà appris et je pense qu'il faut regarder devant nous un monde qui sera radicalement changé par cette crise, même si une vaccination de l'ensemble de la population en faisait disparaître l'agent infectieux, ce qui n'est pas aujourd'hui, je pense, un objectif atteignable. Néanmoins, je reste convaincu qu'à court terme, la vaccination est aujourd'hui l'arme essentielle pour sortir de cette crise, pas la seule, mais l'arme essentielle. Et je reste avec vous confiant qu'on va y arriver. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Englert. Et on va commencer tout de suite avec les questions-réponses. Vous imaginez qu'elles sont nombreuses. Pour vous et pour le professeur Denier, la première question vous sera posée par le secrétaire perpétuel. Bonjour Jean-Michel Fouadard. Voilà. Je voudrais poser une question au professeur Englert en félicitant les deux orateurs pour des exposés extrêmement intéressants, extrêmement brillants. Yvon, pendant que tu parlais, la réunion interministérielle de Belgique vient de décider ce matin que le vaccin AstraZeneca pourrait être administré dès l'âge de 41 ans à tout le monde en Belgique et que par contre, le vaccin Johnson & Johnson sera administré sans limitation d'âge. Alors ça, c'est déjà relayé dans la grande presse. La RTBF vient de publier il y a 27 minutes l'information et on le voit dans la presse écrite également sur les sites. Alors qu'est-ce que ça dit au grand public et quelles sont les conséquences de ça? Est-ce qu'il n'y a pas une surinflation de toutes ces informations qui perturbent finalement le public? Quelles sont les conséquences de ces décisions? Alors, j'aurais tendance à dire deux choses. La première, c'est que je me réjouis que le dossier de Johnson & Johnson soit débloqué et que l'on puisse ajouter ce vaccin à notre panoplie de vaccination, parce que le fait qu'il ait un vaccin à une seule dose en fait un outil particulier, particulièrement important. Nous l'attendons pour travailler sur la vaccination des groupes les plus vulnérables. Et donc, je me réjouis que le standstill sur son utilisation ait été réduit. Alors, le vaccin, les décisions sur le vaccin d'AstraZeneca, qui ont été des décisions hectiques depuis son arrivée sur le marché, n'ont évidemment pas aidé à la confiance du public. Néanmoins, il faut reconnaître que sur le terrain, alors nous suivons un monitoring précis du remplissage des centres jour par jour en termes de rendez-vous et on compare évidemment ce remplissage en fonction des vaccins, des différentes lignes de vaccination, puisque le citoyen, lui, il sait toujours s'il veut quel est le vaccin qui va lui être attribué, ne fût-ce qu'en regardant l'espace entre les deux doses. Donc, mais donc, on ne l'a jamais caché et on pense que ce ne serait d'ailleurs pas ni éthique ni malin de vouloir le masquer.
les plages d'AstraZeneca se remplissent un petit peu plus lentement. On le voit, aujourd'hui, les mRNA tant décriés autour du Nouvel An apparaissent comme le Graal que tout le monde estime optimal. Je ne suis d'ailleurs pas sûr que si on regarde les choses complètement objectivement en termes d'effets secondaires et de leur fréquence, ce soit entièrement vrai. Peu importe, ce sont tous des bons vaccins. Et en fin de compte, le vaccin AstraZeneca trouve preneur dans nos centres de vaccination semaine après semaine. J'étais donc informé, comme vous, monsieur le secrétaire perpétuel, de la décision de ce matin. Évidemment, elle va être immédiatement et est déjà dans notre stratégie de vaccination implémentée, puisque ça a évidemment des conséquences sur la façon de distribuer les vaccins dès la semaine prochaine dans les centres de vaccination. Mais bon, voilà, je pense que nous devrions essayer, c'est difficile, de parler des vaccins, de la vaccination et non pas des produits. La seule chose essentielle aujourd'hui dont il faut convaincre tous les citoyens, c'est de se vacciner. Peu importe lequel des 4 vaccins nous est proposé, ils donnent tous un rapport risque-bénéfice qui est incontestablement favorable. Merci. Alors, deuxième question pour Yvon Angler, celle du professeur Michel Goldman. Oui, bonjour. Je voudrais d'abord dire à Yvon que vraiment, je pense qu'on peut tous être très admiratifs de l'énergie qu'il déploie et je dirais du courage dont il fait preuve, parce qu'on peut imaginer effectivement toutes les difficultés que tu rencontres, et venant comme nous du monde académique, ça doit être particulièrement difficile. Ceci dit, j'ai juste une question par rapport à l'immunité collective que tu as évoquée 2 fois, dont une fois avec un pourcentage de 70% qui s'arrêtait à l'âge de 18 ans. Donc, concrètement, tu ne penses pas qu'il est dangereux de parler d'immunité collective qui laisse penser que l'on aura complètement contrôlé la transmission du virus? Et tu ne penses pas que assez vite on doit penser à aller dans la population plus jeune, ce que beaucoup de pays sont déjà en train d'envisager, voire d'implémenter? Alors, je pense que donc, bien sûr, tu as raison. On sait, et d'ailleurs, la suprématie prise par le variant anglais, si l'on voulait être tout à fait académique, devrait nous conduire à revoir ce chiffre de 70% qui était basé en fait sur un R de 3. C'était l'idée que chaque personne infectée en infectait 3 autres, et que si 2 de ces 3 personnes étaient vaccinées, le R resterait en dessous de 1, ce qui n'est évidemment plus vrai avec le variant anglais dont la contagiosité est plus élevée. Alors, je pense que la question n'est pas académique, elle est stratégique. Il faut donner un objectif ambitieux et atteignable à notre population. Et je pense qu'aujourd'hui, un objectif de 70% des plus de 18 ans est un objectif ambitieux et atteignable. Dans l'entretemps, je pense que la vaccination des 12 à 18 ans viendra à un moment ou l'autre sur la table, une fois que les données seront disponibles, et que c'est à travers à la fois l'adhésion de la population et l'extension en dessous de 18 ans que l'on pourrait atteindre cette immunité collective. Maintenant, moi, je ne désespère pas, pour être honnête, que d'autres moteurs, et peut-être paradoxalement plus les vacances et les voyages que la sympathie pour les hôpitaux, conduisent la population à dépasser les 70% de vaccination. Donc, je crois qu'il faut aller par paliers.
académiquement, tu as raison. Sur le terrain, à mon avis, à chaque jour suffit sa peine. Je voulais poser une question. D'abord, je suis très favorablement impressionné par l'ampleur de la campagne en Belgique, malgré toutes les difficultés d'approvisionnement de vaccins qui doivent être très difficiles à gérer au quotidien. On avait au mois de mars commencé une vaccination dans les hôpitaux pour leur population très à risque, dont notamment les patients sévèrement immunodéprimés qui sont parmi les prioritaires, sans doute le groupe pour lequel la mortalité par Covid-19 est la plus élevée. Puisqu'on a pratiquement dans la première vague, en tout cas, il y avait 25% de mortalité parmi les greffés de moelle, notamment. Et puis cette campagne a été brutalement arrêtée parce que les vaccins n'ont plus été fournis et on se retrouve avec des milliers de patients qui n'ont plus cet accès privilégié à la vaccination prioritaire. Certains qui avaient préféré se faire vacciner dans les hôpitaux et puis qui ont été annulés, ont entre-temps perdu leur code, la validité de leur code pour être même convoqués par les centres. Et donc on se retrouve avec pas mal de patients sévèrement immunodéprimés pour lesquels on n'a pas, en tant que spécialiste, la possibilité de les faire rentrer rapidement dans la vaccination prioritaire, puisque en tant que spécialiste, on n'a pas la possibilité comme les généralistes, d'inscrire nos patients dans les cas prioritaires. Et donc, on a, et c'est un sentiment partagé par plusieurs disciplines qui traitent ce type de patients, on a une frustration de voir des patients extrêmement fragiles qu'on perd régulièrement, qui meurent de la Covid-19 et dans le même temps, on ne parvient pas à les faire tous vacciner très rapidement. Et donc, je ne sais pas si une réponse globale est réellement envisagée pour cette situation. Angler. Oui, donc il y a trois parties à cette réponse. Donc la première, c'est que les vaccinations qui ont été faites dans les hôpitaux sont, en tout cas pour les hôpitaux qui le souhaitent, la possibilité d'être complétées en ce qui concerne la deuxième dose sur leur propre site. La seconde, c'est que la très grande partie de ces patients sont maintenant invités dans les comorbidités puisqu'ils sont, non pas à travers leurs médecins traitants, mais à travers les banques de données de l'INAMI intégrés dans les patients avec comorbidité qui sont invités de manière préférentielle. Et enfin, et là c'est peut-être une information qui n'a pas encore percolé parce qu'elle est récente, il y a une procédure qui vient d'être approuvée par la task force et qui permet aux médecins traitants et non pas aux médecins généralistes d'inscrire un patient comme patient prioritaire. Alors, les médecins généralistes ont une procédure à travers leur dossier informatisé que les médecins spécialistes n'ont pas, mais nous sommes occupés à examiner comment, en collaboration avec les hôpitaux, créer le chemin qui permette aux médecins spécialistes, à tout médecin traitant, d'inscrire un patient qui présenterait des comorbidités et qui ne serait pas prévu comme prioritaire par le système automatique de l'interfédéral. Mais beaucoup des patients que vous décrivez sont en réalité connus dans les bases de données de la santé publique puisqu'ils consomment des immunosuppresseurs ou ils sont en dialyse et donc ont déjà été massivement injectés dans le système
au niveau des priorités. Et c'est maintenant vraiment cette classe de patients-là qui sont invités tous les jours de manière prioritaire par le système d'invitation générale à la vaccination. Si tu veux y retourner, c'est... Merci, M. Angler. Merci, professeur Angler. On vous laisse y aller. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais c'est la course sans fin. Cela se terminera un jour, professeur Angler. Inch'Allah, Inch'Allah. Bonne continuation à l'Académie. Merci à vous pour l'invitation.